Got room for one more? Le 6 janvier 2016 est sorti le nouveau film de Tarantino, le 8e officiellement, mais malheureusement c'est un peu... 8,5, c'est comme Fellini. Officieusement le 9e, puisque Kill Bill était sorti en deux épisodes. Donc 8e film de Tarantino, Les 8 salopards, The Hateful Eight, plutôt The Hateful Eight en anglais. Donc toi Clara, tu as été marquée par ce film très long, mais très fort, très bien. Mais c'est très très bien. Moi je l'ai vu 2 fois, ce qui m'arrive pas hyper souvent en salle. Mais comme au Gaumont, Marignan, en fait il y a une salle en France, je crois. On va revenir là-dessus justement. Bref, donc il y avait eu en gros une salle qui avait un format de projection particulière et qui n'avait que 2 semaines. Donc il y avait vraiment un côté un peu événementiel où il fallait se dépêcher. Donc j'y suis allée 2 fois, 2 dimanches de suite. Et vraiment, il y a quelque chose sur ce film où, je pense que n'importe qui regarde des films se définit comme fan de Tarantino. C'est presque cliché en fait de dire qu'on est fan de Tarantino. Enfin, il s'est remis à faire quelque chose et il a arrêté de juste se regarder et de se kiffer. Sur les 2 derniers films, alors subjectivité personnelle, machin, me jetez pas des trucs au visage s'il vous plaît. Sur les 2 derniers films, donc qui étaient Inglourious Basterds et Django, il y avait vraiment un truc qui se dégageait, qui était... moi j'avais l'impression de voir un mec qui, le dimanche soir, se prenait son lecteur MP3, se disait bon, qu'est-ce que j'écoute en ce moment ? Ensuite prenait son téléphone et faisait bon, c'est qui mes potes ? Et puis... On dirait Boulevard de la Mort. Tu dis pas du mal de Boulevard de la Mort. Attention, ça commence. Pardon. Et donc du coup, qui en gros faisait plus vraiment beaucoup d'efforts et qui juste était un peu en pilote automatique à se dire qu'il s'aimait bien. Qui se regardait. Et qui se disait que... Je fais des bons films. Je fais des super films, c'est super. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il s'est remis au boulot, qu'il s'est remis à faire des choses. Donc ça reste encore un patchwork, ça reste encore une... Alors digestion est un vilain mot, mais un tissage. Ça reste encore un tissage de plein de choses. Mais on sent vraiment qu'il a assimilé ses références et qu'il les rend avec une augmentation et une façon de voir le truc qui est vraiment dense et où il se passe plein de choses et où il y a 50 niveaux de lecture et où enfin ça se remet à être un peu intéressant. Alors on va revenir justement sur la fameuse version qui était au Gaumont Marignan, puisqu'en fait le film existait en 2 versions, une version donc DCP comme on retrouve dans le cinéma en numérique qu'on avait dans tous les cinémas de France, mais il y avait une salle en France qui avait pu l'exploiter dans la version dite du réalisateur, donc une version en 70 mm. Justement Marc, est-ce que ça valait le coup justement de le découvrir, puisqu'on l'a découvert ensemble au Gaumont Marignan, qui était donc malheureusement la seule salle donc sur les Champs-Élysées et de France à pouvoir le projeter dans cette version-là. Ouais, après... Bon, j'ai pas vu la version DCP, donc je sais pas comment le film rend DCP, je sais pas comment l'image rend DCP. Il y avait des petites différences entre les 2 versions justement. Donc déjà il y a les différences du montage. Ça, maintenant, est-ce que ça tient du caprice de la part de Tarantino de faire 2 versions juste pour faire chier la distribution et pour faire chier un peu son public, mais pourquoi pas après tout. S'il y a un mec qui peut le faire, c'est lui, non ? Non, mais c'est bon, faire le trublion, ça fait pas de mal. Mais non, il faut le voir en 60 mm parce qu'évidemment, bon, tous les gens qui sont un peu amateurs de 70, de projection, etc., vous diront que oui, c'est le format dans lequel le voir. Évidemment, le 70 a un charme qu'il est difficile d'ignorer quand on voit le film. C'est le format pellicule sur lequel a été tourné, voilà. Et notamment qui a été utilisé sur Bénure par exemple. Voilà, alors ouais, le 70 mm c'est un format d'une pellicule 70 mm qui est extrêmement large, qui d'habitude a été utilisé soit pour faire des westerns très larges, des grands espaces, du peplum, des documentaires style Samsara, Baraka, etc. Enfin, de l'exceptionnel. Et moi je trouve ça génial que Tarantino, et en ça je vais rejoindre sur ce que tu dis, c'est que déjà il y a une maturation, et moi je trouve qu'il l'avait déjà fait sur Django, mais il y a une maturation parce que là il utilise une technique qui a déjà été utilisée, donc c'est un film qui regarde un peu en arrière, hein, il fait pellicule 70, je te ressors le super Panavision, machin truc, au début je te mets le logo Cinérama, même si le film n'est pas en Cinérama, mais bon c'est pas grave, mais il l'utilise pour quelque chose qu'on n'a pas forcément fait avant, et ça c'est intéressant, ça c'est un truc c'est un peu nouveau, enfin j'ai l'impression du moins que c'est un peu nouveau. C'est, il te fait ce sort de huis clos, alors ce n'est pas tout à fait évidemment, mais ce huis clos tourné avec ce scope démentiel, je crois que c'est en 2,69. 2,59 même. 2,59, voilà. De quoi on parle ? Du format, pardon. Du ratio, justement, au niveau de la hauteur par la largeur. Et moi, je trouve ça génial, parce qu'on a beaucoup dit que le film, c'était entre autres une sorte de simili-remake de The Thing, ce qui est un peu ça, mais c'est pas du tout
The un Thing peu rapide. de John Carpenter. Non, mais John Carpenter. évidemment, c'est un peu Non, mais rapide. C'est un peu rapide. Non, c'est pas du tout un reproche. Hein. Bon, c'est une influence notable. En même temps, il y a des musiques de The Thing dans Hateful Eight. Mais non, ce qui est intéressant, c'est que Carpenter, ça a toujours été un cinéaste très, très versé sur le scope, etc. Là, j'ai revu The Thing au cinéma, il y a des cadres en scope qui déforment complètement l'image, où il y a des focales super larges. Et en accentuant encore son cadre davantage encore plus large, il permet de poursuivre ce jeu qu'avait entrepris Carpenter. Et moi, je trouve ça génial. Et là, pour le coup, il touche une vraie évolution dans son cinéma qui fait du bien. Toi, Nicolas, justement, l'usage de ce mégascope, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose? Parce que justement, il y a beaucoup de reproches qui disaient ouais, il utilise un plan, enfin des plans méga larges, mais il le fait qu'à l'intérieur, soit à l'intérieur d'une calèche, soit à l'intérieur d'une maison, alors qu'il devrait le faire pour les paysages. Alors, moi, j'ai pas pu le voir en 70 mm, malheureusement, je l'ai vu en DCP. Ce qui, je pense, ne change pas grand-chose finalement au film en lui-même. Après, si je dis pas de bêtises, il me semble que Kubrick a tourné 2001 en 70 et qu'il y a pas mal d'intérieur dans 2001. Ouais. Donc, on voit que les grands cinéastes, avec ce genre de format, ils savent quoi en faire. Donc ils savent comment gérer l'espace, comment le rendre autrement de ce qu'on voit d'habitude. Moi je trouve que justement ce format, après bon, vu que j'ai pas pu le voir comme ça va être difficile de m'exprimer sur vraiment son influence au niveau du ressenti de spectateur. Après sur le format au pire. Au moins le cadre. Ouais voilà, après un format scope ou un format là comme ça en 70 mm sur des intérieurs, ça permet de les découvrir sous un autre jour, ça permet de rentrer énormément de personnages dans le cadre, ça permet de beaucoup jouer sur les arrière-plans, etc. Donc forcément, c'est intelligent de l'utiliser. C'est intelligent, ça change. Voilà. Après, je pense que c'est vraiment un détail du film, le format. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre, justement, derrière ? Pour moi, c'est un film qui est hyper important dans sa carrière. Sûrement le plus important depuis Reservoir Dogs, qui lançait sa carrière. C'est-à-dire que chez Tarantino, il y avait quelque chose jusque-là où il essayait de faire du cinéma cool. Avec de la bonne musique, des guns. D'ailleurs, c'est quasiment le seul où il n'y a pas de chanson. Enfin, vraiment, il n'y a pas vraiment de chanson. Il y en a une seule. Il y a Apple Blossom de White Stripes au début. C'est plus une musique très très cool, forcément. C'est son premier film extrêmement sérieux, très très sérieux. Son premier film où tous les personnages sont des gros connards, tous. Il porte très bien son titre. Ils sont tous détestables. Tous, voilà. Il n'y en a pas un qui est cool, justement. Chez Tarantino, il est toujours un mec cool. Même la pire ordure, quelque part, il était cool, à part des petits détails, genre Z dans Pulp Fiction, qui n'était pas cool du tout. Mais voilà, pour moi, ce film, en fait, c'est vraiment un aboutissement, dans la mesure où il fait peut-être son premier film classique, dans le sens classique, c'est jamais péjoratif de dire classique. Il fait un vrai film américain en se frottant à Carpenter pour faire un western. Finalement c'est un peu il boucle le truc quoi, hein, vu que Carpenter c'est grand admirateur de Hawks, de Ford. Donc voilà, finalement il fait son vrai film américain. Il fait un film c'est brillamment écrit, les personnages sont tous fabuleux, même ceux qu'on voit un peu moins, même ceux qui bougent pas. Voilà, il y a un ou deux personnages que je trouve vraiment... Enfin, moi j'ai l'impression que c'était genre pour que son pote puisse finir ses heures, tu vois. Mais... C'est-à-dire lequel ? Poursuis Clara, donne des noms. Excusez-moi, on est dimanche, je n'ai plus les noms. Celui qui jouait déjà dans Kill Bill. Michael Madsen. Exactement, que je trouve d'un ennui, mais je comprends pas ce qu'il fout là. Je trouve que vraiment, mais je trouve que c'est vraiment le seul qui justement est pas époustouflant. Et je le trouve très fade par rapport aux autres. Tu as bien le rôle du coupable, toi Nicolas, justement au niveau du casting, ça t'a plutôt convaincu, je pense. Plutôt, ouais, parce que en fait, faut bien différencier surtout au niveau des personnages, les 4 personnages qu'on découvre au début, enfin les 4 personnages principaux, donc le personnage Samuel L. Jackson, Walton Goggins, Kurt Russell et Jennifer Jason Leigh. Et les 4 personnages après, les 4 autres salopards, même si on a un peu plus, mais surtout ces cas-là qui sont déjà dans la maison. Parce que c'est pas du tout la même façon d'introduire ces personnages. Sachant qu'on passe quand même beaucoup de temps, beaucoup de gens ont reproché au film de vraiment prendre son temps pour exposer donc toutes les scènes en calèche, l'arrivée dans cette espèce de refuge. Voilà, parce qu'il y a justement le public, ça a beaucoup désarçonné. Également les fans de Tarantino qui l'aiment juste parce qu'il fait un cinéma cool. Parce que la première partie du film, en tout cas la première heure et demie, c'est des discussions dans une calèche ou dans une maison. Mais c'est tout ce qui est important finalement, dans le film. Tarantino, finalement, c'est quoi ? C'est des gens qui papotent. Exactement.
C'est pour ça que j'adore, et je suis seule, j'ai bien conscience, c'est pour ça que j'adore Boulevard de la Mort. C'est parce que juste avoir 6 meufs trop cool qui parlent de n'importe quoi, je peux regarder ça pendant 8 heures, il n'y a pas de souci. Oui, mais là, justement, dans les Et là, il y a un peu de ça. Bah, en fait, Tarantino, comme tout le monde le sait, il caractérise beaucoup ses personnages par le dialogue. Et donc, il donne, il crée un background pour ces 4 personnages-là en les ancrant dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Juste après la guerre de sécession. Juste après la guerre de sécession, par le dialogue, uniquement par le dialogue. Donc, on en apprend un peu plus sur ces personnages. Et ensuite, il les amène dans ce refuge où il les fait rencontrer ces 4 autres personnages qui, eux, vont jouer des rôles, qui ont des masques. Tu les vois dès le départ, quand tu les vois avant que les autres rentrent, même après dans le flashback plus tard, que les mecs ils se mettent en place, ils disent est-ce que je vais être bon, machin, tout ça. C'est vraiment des rôles qu'ils jouent. Et donc tu as vraiment cette dichotomie entre ces personnages que tu vas vraiment découvrir, que tu vas ancrer historiquement, et ces autres personnages-là qui sont finalement des masques, qui sont pas vraiment des personnages qui sont caractérisés. Moi, je trouve ça assez brillant, en fait, la manière dont ça. En plus, ce qui est génial, c'est qu'en plus, on est juste après la guerre de sécession, donc un pays réunifié, et pourtant, on n'a que des personnages qui se détestent, et le racisme est toujours présent. C'est ça. Bah, ça, en même temps, c'est le truc que je trouve passionnant dans le film, c'est vraiment ce qu'il raconte, c'est son fond. Et il y a un détail qui m'a, qu'au début, dans un premier temps, je trouve anodin, mais finalement, pour moi, il y a presque tout le film qui est dedans. C'est la fameuse lettre de Lincoln, du personnage de Samuel Jackson, du marquis Warren. Et moi, je trouve c'est un détail, pas vraiment, mais c'est assez représentatif de l'évolution du cinéma de Tarantino. Il y a 20 ans, ce même détail, ça aurait été une digression juste dialoguée, juste pour faire de l'ambiance, caractériser le dialogue. On aurait passé 10 minutes dessus avec un délire sur... Franchement, moi je trouve que c'est vraiment un trope, hein. C'est vraiment un je vais me faire un petit kiff et mettre un petit easter egg à la con qui sert à rien. Poursuis Marc, essaie de défendre ton... Mais pourtant, ce qui est très intéressant, donc évidemment, ça génère l'anecdote. Parce que le personnage de Kurt Russell, d'ailleurs, relève un peu d'anecdote quand il dit « Oh, Mary Todd, nice catch », etc. Ça relève de l'anecdote. Mais dans un deuxième temps, il arrive à rendre ça fonctionnel dans le scénario, ce qu'il n'aurait pas forcément fait autrefois, parce qu'évidemment, ça constitue une sorte de twist, une révélation autour du personnage de Samuel Jackson. Et troisième temps, et ça c'est encore plus important, je pense, c'est ce que ça raconte sur le cinéma de Tarantino, sur le message qu'il véhicule dans son cinéma sur l'Amérique, c'est que on peut spoiler, oui. On fait ça. C'est que Lincoln c'est un mensonge. Et on n'en est pas sûr, hein. Moi, justement, je voulais finir là-dessus. Il laisse le doute, justement. On n'est pas certain. C'est-à-dire que Samuel L. Jackson, justement, en ne prenant pas le personnage, en ne prenant pas la peine de se surjustifier sur le fait que si, c'est vrai, laisse un doute et justement, il laisse une fenêtre d'interprétation qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante que si c'était tranché. Si on veut, mais le truc, c'est que si la lettre était vraie, je pourrais pas voir ce que ça raconte. Tandis que si elle est pas vraie, c'est là où c'est intéressant, c'est que Tarantino, il s'est toujours posé comme un cinéaste qui n'aime pas les classiques, etc. Même si malgré lui, il dit j'aime pas John Ford, mais bon, on a tous grillé que Django Unchained, à un moment, c'était la prisonnière du désert. Et donc il est là à dire j'aime pas John Ford, etc. Et sa scène finale du film de Hateful Eight, c'est une sorte de grand cérémoniel fordien ou Spielbergien avec la lecture de la lettre de John Ford, de Lincoln par Walter Goggins, qui est très bien d'ailleurs. Et donc tu as la musique d'Ennio Morricone qui te fait ce sort de cérémoniel, très Spielbergien, etc. Mais il y a un truc faux là-dedans. Et pour moi, je vois ça comme ça. C'est faux. Et qu'est-ce que tout le film te dit ? C'est que l'Amérique unie, elle n'existe pas. Que Lincoln est un mensonge. La lettre de Lincoln, c'est un mensonge. L'idéal du personnage lui-même devient un mensonge. Tout le film est construit sur un faux semblant. Oui. Donc finalement... Sur les faux semblants. Sur les faux bien semblants. Sûr. Donc le fait que cette lettre... Justement, comme après les faux semblants tombés et tout le monde était masqué, et machin, c'est bien comme ça. Du coup, je trouve ça hyper cool qu'on te dise pas avec certitude si elle est fausse. Et justement, il y a un éclairage assez intéressant à continuer à penser qu'elle est vraie et qu'en fait, juste... donc c'est Marquis Wallace, c'est ça ? Marquis Warren, pardon. Il a vraiment tellement un côté, je vais encore dire un gros mot, j'en ai rien à foutre. Vas-y. Il est tellement dans le j'en ai rien à foutre et je fais mon truc et j'ai pas besoin de vous que il a pas besoin de te dire si elle est vraie ou si elle est fausse. T'y crois pas, il s'en fout. Mais en fait, si tu prends le développement du projet chez Tarantino et ce qu'il représente après ses autres films, elle peut pas être vraie. Parce que si elle aurait été vraie, si le film était sorti en même temps que Django Unchained par exemple. Si tu prends ces deux derniers films, t'as dans Inglourious Basterds où t'as Hitler qui se fait tuer. Dans Django, il prend des libertés justement. Dans Django Unchained, un
un Renoir esclave qui va se rebeller, qui va foutre le feu, qui va buter des propriétaires esclavagistes. Voilà, c'est du faux. Il faisait du faux avant. Et finalement, aujourd'hui, il dit non, voilà, la réalité, en fait, c'est ça. C'est qu'une lettre comme ça, c'est pas possible. Voilà, l'Amérique, elle n'est pas comme ça. L'Amérique, on s'aime pas, en fait. La question est, quelle version sera en DVD et Blu-ray? Est-ce que ce sera la version méga longue qui avait une ouverture et un entracte, qui jouait en plus dans la mise en scène du film, qui sont très très bien. et ou alors la version DCP qui est sortie dans la plupart des salles cinéma, donc Les 8 salopards de Quentin Tarantino, sorti le 6 janvier 2016. Ouh là là, ça commence mal.